Bonjour les amis, amis de l'écriture, amis de la lecture. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Bienvenue sur cette troisième capsule, il me semble, non? C'est bien ça, c'est la troisième, jamais 203. Et Jamais 203. bon, il y en aura encore une en décembre, avant la fin de l'année, C'est ça. mais ça sera donc une quatrième capsule avant le 31 décembre, mais ça sera la dernière de l'année. Et ensuite, on poursuivra en 2025. Et d'ailleurs, en 2025, on a plein de C'est ça. choses à vous dire parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans la chaîne et on va mettre en place pas mal de nouveautés. Exactement, J'ai- avec beaucoup plus de contenu et varié et sur le même thème. Et puis on va approfondir nos approches de la littérature. Enfin, on vous expliquera, on vous montrera. Il y en aura pour tout le monde et pour tous les goûts. Et ouais, on va passer de très bons moments, de très grandes aventures littéraires. Oui, Alors, oui, oui, je pense on met en place, on est encore en train de travailler là-dessus, mais on met en ouais, place plusieurs nouveaux formats, donc, dont un qui va se poursuivre, c'est celui du coin des Bavards, mais il y en aura d'autres. Et on fera en janvier une intervention pour vous donner tout le détail de ça. Mais pour le moment, nous sommes là pour parler d'autre chose. Et avant de parler du roman de Paul Auster, Brooklyn Follies, je vous présente donc pour le prochain coin des Bavards qui aura lieu en décembre, je vous présente le livre sur lequel qu'on va lire et sur lequel on va bavarder. Donc ça va être à l'envers, mais je vous mettrai encore une fois dans le bon sens. Ça sera la colline, alors c'est à l'envers, la colline hantée c'est pas lire à l'envers, Elisabeth Hand. Donc la colline hantée d'Elisabeth Hand. Alors, c'est un roman qui n'est pas très long non plus, et que, bon, c'est moi qui l'ai choisi cette fois, et que j'ai choisi parce que ce roman je vais vous lire un petit peu la quatrième de couverture, ce roman est à relier de manière extrêmement euh, précise à un autre roman qui lui est un classique, un célèbre, c'est alors, il sera à l'envers, mais si vous voulez le lire, n'hésitez pas, hein, parce que je le lirai aussi avant pour avoir une bonne idée du retravail qui va être présenté dans La colline hantée. Donc, c'est le roman de Shirley Jackson, La maison hantée. Alors, cette maison hantée, bon, je ne vais pas parler de ça, mais elle porte un nom. Mais c'est un grand classique, peut-être que vous le connaissez déjà, hein. Donc elle porte un nom, elle s'appelle Hill House. Et je vous lis maintenant, vous allez comprendre pourquoi les deux je les mets ensemble. Et je vous lis maintenant la quatrième de couverture de La colline hantée. Holly Sherwin se bat depuis de longues années pour faire décoller sa carrière de dramaturge lorsqu'elle tombe par hasard sur Hill House. Donc Hill House, c'est la maison où se déroule toute l'action de la maison hantée de Shirley Jackson. Donc elle est immédiatement séduite par ce manoir, enfin oui, j'ai dit maison, c'est un manoir, ce manoir dissimulé au sommet d'une colline boisée. La maison est ancienne, immense, mystérieuse, l'endroit parfait pour répéter sa pièce La nuit de la sorcière. Malgré ses doutes, sa compagne Nisa accepte de la suivre dans l'aventure. Néanmoins, après l'arrivée des comédiens, chacun d'eux flanqué de ses propres fantômes, Hill House se montre peu à peu sous son vrai jour. Des créatures étranges errent aux alentours, des bruits effrayants résonnent dans les couloirs, le temps s'écoule bizarrement,
quelque chose à Hill House attendait une visite depuis bien longtemps et ne compte manquer pareille occasion. Donc voilà. Donc on pourrait presque dire que c'est une sorte de suite à Hill House, mais ça se déroule beaucoup plus tard, puisque je crois que le roman de Shirley Jackson doit dater, alors j'ai pas noté la date, mais 1949, je crois. Donc, Mhm. et par contre, La colline hantée, là, c'est beaucoup plus récent, puisque c'est une nouveauté, enfin en français. Mais le roman original a été donc en anglais, hein, a été édité en 2023. Ouais, ouais. Et la traduction française, là, ça vient de sortir chez Brajlon en poche en 2000, cette année, donc en 2024, ouais. 2024. Voilà, donc ce sera le prochain et ça sera l'occasion de parler un peu de fantastique et de voir aussi quelle approche cette autrice a par rapport à ce classique, hein, La Maison hantée. Mais nous en reparlerons plus tard parce que pour l'heure, nous allons parler de toute autre chose. Et Voilà. nous allons parler, j'ai un chat qui miaule. Oui, il y a plein de chats ici. Nous allons parler donc de Brooklyn Follies de Voilà. Paul Auster. Et c'est un roman. Alors moi, je dirais pas que j'ai été bouleversé, mais qui est arrivé à. Alors c'est Gilles, hein, qui l'a proposé. Et franchement, ce choix est tombé pile poil avec des problématiques tout à fait personnelles, hein, que je ne vais pas exposer en détail Mhm. ici, mais dont, à travers ce roman, j'ai retrouvé énormément de questions que moi-même je me suis posé dans la même période où je l'ai lu. Je ne sais pas, je te laisse peut-être présenter Euh, un petit peu. Moi, ce roman, je l'avais déjà. Pour moi, c'était une relecture. D'ailleurs, c'était chez Babel, toujours pareil. C'était chez Actes Sud à l'époque, en Oui, grand c'est format. Babel, Voilà. oui, Et c'est là, c'est la toujours collection Actes Sud, Babel c'est qui est Babel. Ouais. juste sublime, hein. Regardez la, voilà, c'est vraiment le travail de chez Babel. Il y a rien à dire. C'est un roman qui fait Ouais, il n'est pas trop 300, trop long. ouais, 360 pages, donc ça se Oui, lit très vite. oui, Euh, oui. c'est vraiment d'une profondeur impeccable. C'est du grand Paul Auster. Voilà, Paul Auster, en plus, au niveau du style et de l'écriture, c'est un peu comme ces romanciers comme John Irving, tout ça. C'est-à-dire que c'est des romanciers qui parlent, on va dire, l'histoire tient sur un post-it, mais c'est tout, C'est toi qui dis que oui, tout se passe vraiment au niveau des personnages qui sont à tiroir. Il n'y a jamais de second rôle. Tout est bien pesé. Et c'est la caractéristique de cette littérature, c'est que on suit un personnage d'un point A à un point B, juste des moments de leur vie en fait. Et c'est ça qui est ouais. passionnant. C'est-à-dire, c'est des moments de vie qui s'entrecroisent Oui, alors, systématiquement. Et c'est incroyable. alors c'est un roman vraiment très très intéressant, hein, pour toute personne qui s'intéresse en plus à l'écriture. C'est vraiment super intéressant parce que le roman, c'est une sorte aussi de mise en œuvre d'un projet d'écrivain et qui est expliqué. Alors, il faut peut-être reprendre les choses dans l'ordre pour pas trop bousculer, mais donc au tout début, le roman s'ouvre par la première phrase du roman. Justement, elle a vraiment résonné fortement en moi. Puis je vais vous la lire. L'incipit, c'est je. Alors, le roman a été écrit à la première personne, tout au moins au début. Je cherchais un endroit tranquille où mourir. Et alors pourquoi le narrateur dit ça? Parce que en fait, ben, il est malade. Il est atteint de, je crois, c'est un cancer du poumon. Et Mhm. il revient en fait, il cherche un endroit, l'endroit où il est né. Il revient sur les lieux où il a vécu enfant, c'est Brooklyn. Donc l'endroit où il va s'installer pour mourir, c'est Brooklyn.
Et le roman débute, ce narrateur dresse un tableau en fait de sa vie assez, assez médiocre, quoi. Il se considère comme un raté en fait au début. Oui, Qu'est-ce que exactement. tu... Ouais, il se C'est considère ça. comme quelqu'un qui a raté sa vie, quoi, et qui arrive au terme de sa vie et qui Il se fait dit, il un n'y a plus bilan rien à assez faire. amer. Ouais, Il a un bilan qui est quand même amer, ouais. mais c'est toujours l'écriture de Paul Auster. Il y a beaucoup d'humour. Et il faut Ouais, mais pas, ça, voilà, c'est que le début. C'est que voilà, le c'est début, pas ça. plombant. C'est-à-dire, on n'est pas dans le pathos, on est dans des sentiments justes, avec des phrases justes, une ponctuation juste, et du coup, il y a énormément d'humour. Parce que le personnage principal ne se prend pas du tout au sérieux. Ben non, Même à la limite, il se déprécie, quoi. il se déprécie pas du tout, mais il fait un constat, en fait, sur sa vie. Et justement, euh, il arrive, bon, il a une soixantaine d'années, je crois, hein, c'est ça, hein. Donc, C'est ça. il a, je dirais pas ton âge, mais plutôt mon âge. Donc, je suis vraiment en résonance avec ce narrateur sur plein de plans en fait. À la fois sur le bilan qu'il fait, mais aussi sur l'âge et sur que peut-on encore faire quoi, avant de mourir. Alors au début, il vient pour mourir, il cherche cet endroit pour mourir et peu à peu, il va décider en fait, non pas de, alors c'est peu comme tu disais, hein, c'est pas du tout, on n'est pas dans le pathos du tout, et il Bien va sûr. chercher à donner un sens en fait à, à sa vie. Et pour ça, il va s'intéresser non pas à lui, non pas à sa vie, qu'il va laisser de côté, mais il va s'intéresser à la vie d'un autre personnage qui est son neveu. Alors, il s'appelle Tom Wood, je crois, et il va décider de raconter la vie de Tom Wood, son neveu. Alors, son neveu qui est en fait le fils donc de sa sœur au narrateur, et sa sœur est morte, est décédée d'un AVC, Ah, et son neveu a fait, enfin, il a commencé un doctorat en fait en littérature qu'il ne va pas achever parce qu'il va devoir travailler et il va se mettre à travailler dans une petite librairie. Et à partir de là, c'est le point de départ en fait. Le point de départ, c'est le narrateur qui dit je cherche un endroit où mourir, mais c'est le point de départ de l'histoire que veut raconter le narrateur. c'est Et ça. comme tu disais, à partir de là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui se produit euh, au niveau de la narration, c'est que l'histoire se construit justement une histoire. Il choisit son neveu là pour raconter son histoire et une histoire va en engendrer d'autres parce que, comment dire, ces histoires en appellent d'autres. Et il y a d'autres personnages qui arrivent et on raconte aussi leur vie. Et, euh, et peu à peu, donc, se met en route comme ça une énorme narration de la vie banale, en fait, des gens, C'est la ça. vie commune des gens. Et ça va entraîner le texte. Et le narrateur qui disait je au début, va s'effacer en fait. Il va devenir un narrateur à la troisième personne, si vous voulez. Bien sûr. Et il va s'effacer et laisser prendre de plus en plus de place à tous ces personnages qui viennent peu à peu, à ces histoires qui viennent peu à peu enrichir son récit. Et sachant qu'il s'efface, mais il ne disparaît pas. Il est toujours là, il est derrière, et sans arrêt, enfin sans arrêt. Et il revient régulièrement et c'est à ce titre-là, on est vraiment avec Paul Auster, puisque bon, il est clair, hein, très vite, on comprend que ce personnage, il s'appelle Nathan Attends. Glass, c'est le narrateur. Ce personnage, c'est ni plus ni moins qu'un avatar de Paul Auster, en fait. Et qui en plus, à ce moment-là, c'est un roman de 2005, Mhm. avait le même âge que Oui, son narrateur, Nathan Glass. Euh,
Et donc, on peut facilement imaginer que toutes les problématiques qui habitent ce narrateur sont également les questions que se pose l'écrivain lui-même. Voilà, je parle beaucoup, hein, je te laisse. Ouais, mais c'est intéressant parce qu'en fait, ce livre, tu en parles beaucoup mieux que moi parce qu'il t'a vraiment touché. Moi, quand je te l'ai proposé à dessein parce que je savais enfin, je me doutais que ça allait accrocher. Parce que moi, en le relisant, je te Tu t'es pas voyais. trompé. Ouais, là, comme on est amis, bon, les gens le savent, mais on se connaît bien, voilà, en amont. Donc, je t'ai proposé ce livre et quoi de plus intime que de proposer à un ami un livre? C'est ce qu'on fait d'ailleurs avec le Condé Bavard, c'est que chaque mois, on se propose mutuellement un livre qui pourrait résonner en l'autre. Quand tu m'as proposé Philippe Cadic, Oui. on avait on a eu une longue discussion sur le cinéma et puis on avait parlé de Inception. Et là, pam, tu me dis, bah Oui, tiens, alors, si on revient un peu là-dessus, du coup, depuis, moi, je me suis un peu renseigné et c'est pas. Il y a un film dont s'inspire beaucoup Inception, que tu connais peut-être, hein, que vous connaissez peut-être, je dis tu, mais je m'adresse à vous tous, que vous connaissez peut-être, c'est Dreamscape, un film des années 80 qui est pareil, qui est le scénario, c'est ça, quoi. On a mis au point un procédé pour pouvoir aller dans les rêves et modifier les rêves. Et là, c'est très net. Si vous revoyez ce film, Dreamscape, vous allez retrouver Inception. mais c'est ça. Et du coup, moi, c'est ce jeu-là qu'on met en route, c'est-à-dire se donner envie de lire. En étant des amis, en ayant notre part de face cachée, notre petit jardin secret, et on le partage petit à petit par le biais de la littérature. Et donc, c'est pour ça que je te laisse parler, parce que tu en parles tellement bien, parce que tu tu t'identifies fatalement au Bah personnage, oui, en fait, ce qui s'est passé, hein, et c'est si beau, tu quoi. m'avais parlé de ce livre, par exemple, il y a 10 ans ou 5 ans, peut-être ça n'aurait pas du tout C'est ça. fonctionné de la même manière, tandis que là, ce qui s'est passé en le lisant, c'est que toutes les questions qui vont être soulevées, en fait, dans ce récit, dans cette histoire, sont exactement les mêmes que celles que je me suis posées et que je me pose encore d'ailleurs. Mais euh, ça tombait pile poil, ça correspondait exactement à un moment où je me posais ces questions. Par exemple, le narrateur, Nathan Glass, à un moment donné du livre, donc son projet, il est clair, hein, on l'a dit, lui, il souhaite écrire et il souhaite raconter non pas sa vie, non pas ses histoires qui l'ont amené à Brooklyn pour mourir, mais à raconter la vie des autres en fait, et Ouais. sous la forme de récits de mise en fiction. Et il le dit, et donc il a 60 ans, et il le dit à un moment donné, il dit, parce que ce narrateur n'a pas écrit, n'a jamais écrit, c'est donc son premier roman, et il dit à un moment, voilà, à 60 ans, on ne peut pas devenir écrivain. Et Mhm. tout le livre raconte cette histoire, en fait. Alors on ne va pas vous donner la réponse, est-ce que, est-ce qu'il y a un âge à partir duquel on ne peut plus devenir écrivain parce qu'on est trop vieux, quoi, tout simplement, et qu'on n'aura pas le temps, quoi. Et puis, Et moi, ça a beaucoup, ouais, ouais, ça la a question, beaucoup c'est résonné parce que c'est une question que je me pose. comment se Comment? raconter, comment, comment se réaliser. En fait, Oui. les questionnements qui sont dans ce livre, c'est comme une poupée gigonne. Vous savez, les poupées russes. Une question, on amène une autre, on amène une autre. Donc, une question, un personnage, une question, un personnage, une question, un personnage. C'est, voilà, avec le style de Paul Auster, qui est remarquable, impeccable. L'humour, ça, c'est vraiment, ça aurait été écrit par quelqu'un d'autre, ça aurait fait flop. L'humour est vraiment grinçant, mordant, et il y a un côté décalé dans le questionnement et dans les essais de réponse, on va dire. Et on se rend compte que l'important, c'est pas tellement la réponse, c'est la question.
Parce que la question, C'est-à-dire, c'est ça. En fait, ce qu'on découvre, c'est ça. C'est que c'est ça. en fait, pour agir, pour commencer des choses, on ne peut pas le faire si on ne sait pas d'abord poser les questions. Et c'est Exactement. en cherchant une réponse aux questions qu'on se pose qu'on passe à l'action. Et Ouais. oui, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un très beau roman parce qu'il, d'abord, il met en valeur tous ces personnages. Bon, il y a des scènes, par exemple, moi il y a plusieurs choses qui m'ont vraiment marqué, mais on va pas tout détailler. Mais dans cette histoire, par exemple, il y a tout un truc autour de bon, retrouver le manuscrit perdu de. Alors, comment s'appelle ce roman? Le roman de Nathaniel Hawthorne, c'est. Ouais, Je c'est ça. l'ai. Je ne me souviens plus le titre exact. Ouais, et il y a tout un truc là-dessus. Mais bon, j'ai plus le titre, mais il est super connu, hein. Je l'ai noté, mais à moins qu'il soit là. Le roman de Nathaniel Hawthorne, c'est. Je ne peux pas. Je ne sais pas où je l'ai noté. Oh, c'est pas grave. À la lettre Les- écarlate. Voilà. Au moment où tu dis c'est pas grave, je tombe dessus. La lettre écarlate. Donc il y a toute une histoire, parce qu'il y a plein d'histoires qui, en fait, c'est ça, il va chercher, il y a plein de personnages, plein d'histoires, mais tout, en fait, euh, constitue un tronc d'une seule histoire qui conduit donc à la fin et à cette fin qui est est-ce que d'abord finalement est-ce que le narrateur qui est venu pour mourir au tout début va mourir de son cancer du poumon? Ça c'est une chose. Lui au début il en est persuadé. Ensuite eh bien il y a tout un processus en fait de voilà comment on fabrique une histoire avec toutes ces histoires et il y Mhm. a un projet d'écriture que va peut-être exposer le narrateur va-t-il arriver en fait à devenir écrivain quoi Voilà. c'est un peu la question sous-jacente du livre. Est-ce que la question de base va engendrer une action? Et on se rend compte que, en fait, l'important, c'est pas tellement la réponse, parce que la réponse, chacun se la fera. C'est surtout le chemin, la mise en action. Et c'est un roman Ouais. qui est profondément humain Ah et oui, humaniste. C'est-à-dire humaniste, qu'il oui. décrit vraiment le caractère des personnages. Il n'y a pas de Ouais. sous-personnage, il n'y a pas de sous-histoire, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de. Il y a que. C'est un arbre avec des arborescences et des éclats comme ça, tac, 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 comme certaines toiles de grands maîtres où il y a toutes ces couleurs là qui tombent, les mecs qui font de la peinture en acrylique là, j'en vois plein sur YouTube, des artistes qui font des choses fantastiques juste au niveau du mélange des couleurs. Et c'est exactement ça. Il y a une couleur de Oui, base et tout, oui, il fait un tableau, tout un un mélange, tableau littéraire. un millefeuille qui se met, un millefeuille narratif, hein, et une toile qui se tisse, et puis il vous embarque dans ces 400 pages, dans son rythme, et puis on arrive à la fin, on se dit, bah, déjà, Oui, 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 oui. on en voudrait plus, on dirait, ben, on aimerait savoir qu'est-ce qui se passe 10 ans après, 20 ans après. Oui, oui, oui. Voilà, Surtout que ça se termine d'une manière, on peut dire, ouverte. très ouverte. Il y a des promesses pour l'avenir, quoi. C'est en fait c'est cette littérature américaine qui laisse tout le champ des possibles au niveau de la lecture. C'est-à-dire que on n'est Oui, plus là pour un divertissement, on n'est plus là pour lire des pages, voilà. Non, c'est une lecture active. Si vous voulez le comprendre et l'apprécier, il faut lire activement. C'est-à-dire que quand il y a un personnage qui pleure, normalement, si vous prêtez attention, vous pleurez. Parce que le style de Paul Auster fait que vous pleurez. Dès qu'il rit, vous riez. Il se pose la question, vous dites ah, voilà. C'est un grand divertissement, c'est une fable philosophique et c'est un roman de notre temps, mais ouais. intemporel parce que finalement les hommes se posent systématiquement le même type de questions. Je veux Oui, et dire puis il se pose le même type de questions de plus en plus semblables au plus on au avance même dans la âge. vie.
au même moment. Et on se rend compte que l'humanité, enfin, le job n'a pas changé, hein. Je veux dire, on a Internet, on a la fibre, on vit plus longtemps, mais il n'y a que la technique qui change. L'humain reste l'humain, quoi. Et c'est vraiment un... Voilà. Et puis, peut-on se transcender avec quelque chose dont au départ on dit à la limite c'est misérable, c'est pathétique, c'est un Oui, constat amer. Qu'est-ce qu'on oui. fait de nos amertumes, quelque C'est ça. part? Qu'est-ce qu'on fait de, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait de sa vie en fait à un moment où Nos échecs. on a l'impression que elle se termine. Et puis surtout, c'est on croit qu'on a échoué, mais peut-être que c'est un chemin de vie et qu'on est Ouais. arrivé là, à cet instant-là, pour réaliser cela. Et le champ des possibles. Ce qu'on peut prendre pour un échec est peut-être le début d'une autre histoire. Oui, oui, Pour oui, qui sait oui, se on peut poser la dire ça. question. Ouais, ouais, ouais. C'est le moment de l'action. C'est-à-dire, je me pose la question à un instant T et je me mets en avant. Voilà, c'est très stoïcien, hein. C'est Ouais, du ouais, Marc Aurèle. C'est-à-dire, c'est vraiment du ouais. Marc Aurèle. C'est aide-toi et le ciel t'aidera. Et c'est ne te demande pas, enfin, demande pas aux autres ce que tu ne peux pas faire toi-même. Et puis, c'est Oui. surtout réapprendre à se voir à sa juste valeur. Hein, sur ces 400 Oui, c'est pages, ça. Il y a vraiment tout un truc autour de la place de sa place, la place la place qu'on peut occuper et en fonction de ce qu'on veut faire. Et parce que d'aller même quand et même quand on a l'impression que tout est raté, que tout est fini, eh bien, est-ce qu'il est encore possible de faire quelque chose? Et là, dans le roman, oui, on peut faire quelque chose, mais on passe par les autres. c'est Et ce ça. sont les autres, ce sont les relations, comme tu dis, les relations humaines, tout ça, qui vont permettre peut-être de sortir par le haut de, de la situation, de l'état psychologique dans lequel on était à un moment donné de sa vie. Et c'est vraiment un roman extrêmement, alors je dirais optimiste, très Bien optimiste, sûr. pas du tout noir, pas du tout sombre, Touchant, très bien touchant, très que touchant. on pourrait le penser, quoi, au début en tout cas. Bah, Et disons puis il y a que quand même des scènes. Par exemple, oui, il y a une autre scène, hein, à part l'histoire autour de la lettre écarlate, retrouver un manuscrit original. Enfin, ça, si vous lisez, vous verrez. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne histoire, quoi. Et puis, elle rebondit beaucoup dans le roman, quoi. Et elle occupe pas mal de place. Enfin, pas au premier plan, mais elle est là. Et il y a une autre histoire qui m'a beaucoup aussi touché, hein. Toujours dans ses rencontres avec des personnages, le narrateur est habitué d'un restaurant où oui, il va manger régulièrement. Donc c'est des parties qui s'intitulent un truc du genre La stupidité des hommes. c'est Et ça. vous allez voir, bon là je pense on peut peut-être Avec la au serveuse, moins c'est génial. dévoiler cet épisode. Une belle histoire avec la serveuse, ouais. C'est Non, une... laissons les gens regarder. Ouais, Oui, il y a une interaction particulière. C'est là qu'on voit que ce roman est une masterclass pour les gens qui veulent écrire un livre, hein. Parce que ouais, exactement. vous voyez vraiment qu'il n'y a pas de... Chaque personnage est important. C'est-à-dire que chez Paul Auster, comme chez les grands, grands écrivains, ce qu'on pourrait qualifier comme second rôle, il n'y a pas de second rôle. Parce que quand ce personnage arrive, il prend toute sa place. Même Oui, si vous ne le voyez que pendant 3 à 10 pages. C'est pas grave. ouais. Et au niveau Ouais, du parce que procédé tout d'écriture, ce de la qu'ils vivent est technique d'écriture, important, en fait. c'est incroyable. C'est Ouais, incroyable. Et ouais. surtout, on ne voit pas. Quand c'est mal fait, on voit les ficelles chez les auteurs. Chez les auteurs qui n'ont pas de style, qui sont pas très bons, on voit les ficelles en rouge et tout, hein. C'est comme au cinéma, c'est comme dans la musique. Bon, voilà. Par contre, quand c'est bien fait, on s'aperçoit de rien. Oui. Et on se retrouve à oublier qu'il y a un texte, à oublier qu'il y a une écriture, et tous les personnages ont leur moment de gloire, ont leur questionnement, et tous les personnages amènent un questionnement au personnage principal, mais ça vous amène un questionnement à vous aussi, parce que fatalement,
dans ces 400 pages, il y a bien un moment donné qui va résonner avec votre vie. Ça, je vous mets au défi. Oui, bah oui. Que vous ayez de 0 à 77 ans, il y a un moment donné, il y a une page qui va résonner pour vous. Et 77 ans, c'est l'âge auquel Paul Auster est décédé. Il est décédé cette année d'ailleurs. Hein. C'est ça. Il avait 77 ans. Ouais. Et il est décédé d'un cancer du poumon. C'est ça. Et son dernier roman est un roman sur le deuil en plus. Ouais, chose dingue. Et il est magnifique. C'est 250 pages, 280 pages. Long, ouais. Mais magnifique. Peut-être qu'on en fera une lecture, on verra. Ouais, moi je l'ai aussi. Hein. Je l'ai pas encore lu, mais je l'ai acquis là. Ouais. C'est pas dit qu'en 2025 on remet pas le couvert avec Paul Auster. Il y a des chances. C'est possible, ouais. Il y a des chances. En tout cas, ouais, c'est vraiment un roman. Bon, c'est vrai que c'est pas le plus connu de Paul Auster. Tout le monde connaît la trilogie new-yorkaise, Léviathan, qui est assez connu aussi, je crois. Donc Paul Auster, pour encore un peu parler de lui, c'est quelqu'un qui a vraiment une vie très très riche. Donc il était évidemment francophile. Donc oui, il a fait des études en France, hein, et il traduisait d'ailleurs en anglais des textes français, quoi, de poètes, tout ça. Et donc il connaissait très très bien la France et je ne sais plus trop ce que je voulais dire. Enfin, il connaissait très bien la France, c'est ça que je voulais dire. Et donc comment dire, il est vraiment. Moi, j'ai eu l'impression de le voir à travers le narrateur, quoi. Je me suis dit, alors qu'il y a bien une distinction franche entre le narrateur et l'auteur, mais je me suis dit non, ce roman, c'est trop Paul Auster. Bien sûr, c'est un roman qui touche vraiment. Alors, c'est un roman qui touche à l'humain, mais qui touche aussi à la masculinité. Qu'est-ce qu'un homme d'un certain âge, dans une certaine... La scène dont on parlait là, au restaurant avec la serveuse, c'est regarder comme les hommes sont bêtes, quoi. Voilà, et puis surtout, c'est... souvent, il y a une phrase qui est ridicule, que je trouve qui est une connerie aimant, c'est nul n'est irremplaçable. Moi, c'était un DRH qui m'avait sorti cette phrase, je la connaissais d'avant, bien sûr. Et je lui ai expliqué que, à ce DRH, je lui dis non. Même un nourrisson qui a vécu 10 jours, il est là dans ce grand tout qui est notre vie et il est important pour ses proches. Et d'ailleurs, on en avait parlé avec la dernière fois avec le roman L'œil dans le ciel et avec la vie de Philippe Cadic qui justement a eu une sœur jumelle qui est morte au bout de 3 semaines et qui l'a hanté toute sa vie et qui apparaît sous différents personnages dans différents romans de lui. Parce que, comme on dit, nous sommes des pièces manufacturées pour un puzzle et nous sommes uniques. Même s'il y a une couleur différente, même s'il y a un tout petit, nous sommes uniques. Et nous allons pile poil à la place où on doit aller. Et là, il y a des questionnements et on touche au sublime. C'est quand même pour moi un grand roman. C'est un grand roman. Il y a pas je crois que c'est on est vraiment sur de la super littérature avec un auteur qui maîtrise son art déjà. Oui, il est à l'apogée de son art. Il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, il a fait ses gammes. Voilà, on n'est pas sur un débutant. Et on est sur un grand auteur hein, qui maîtrise son contexte, c'est-à-dire ce qu'il est dans l'Amérique dans laquelle il vit et dans la classe sociale, parce que la classe sociale est très importante, dans la classe sociale dans laquelle il est. Hein, c'est la middle class, c'est-à-dire on est sur le narrateur il est middle class, mais plutôt plus. Mais au descendant, c'est-à-dire qu'au début il est plus, mais quand il fait son constat, il est en bas, quoi. C'est-à-dire il est down, voilà, c'est-à-dire middle class qui en a pris plein la tronche, qui a pris les années Reagan et tout. C'est-à-dire
voilà, on est loin des 30 Glorieuses et on est loin de la grande Amérique, quoi. Donc, et puis il y a tous les personnages se fréquentent avec des classes sociales différentes. Et le fait qu'ils dissocient bien les classes sociales et qu'ils les marient entre elles, il y a des fois des ponts qui se font, ou qui ne se font pas, ou qui se font sous le manteau. Hein. Ça, vous verrez, notamment ce fameux rapport qu'il entretient avec la serveuse. Hein. Ils ne sont pas du tout de la même classe sociale, ils n'ont pas la même tranche d'âge, et pourtant, il se passe. Elle est jeune. Voilà. Elle est jeune, mais il se passe quelque chose. Et qu'est-ce qu'il se passe? Voilà. Et ça, vous le saurez quand vous lirez le roman. C'est une très très belle histoire et c'est édifiant, ouais, effectivement. Bien, quand on lit ce récit à l'intérieur du récit, on se dit, ouais, vraiment, les hommes ont beaucoup de chemin encore aussi à faire pour sortir de leur bêtise, quoi. Alors, il oppose ça, tu parles de classe sociale, mais je dirais presque aussi de classe mentale, quoi. Il y a des univers qui sont... L'un veut faire bien, et fait en sorte d'embellir la vie de quelqu'un et l'autre détruit tout. C'est ça. Détruit tout avec d'autres principes. Et ces principes, ce sont des normes sociales, ce sont des stéréotypes, ce sont des... Voilà, le carcan, en fait, c'est la normalité de cette époque où on veut mettre tout le monde dans le même trou. En fait, nous, qu'est-ce qu'on veut faire avec le coin des bavards? C'est tout bête. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut que, par le bavardage, par la galéjade, comme on dit chez nous, dans le Sud, que les verrous mentaux explosent et qu'on se rende compte que il y a une classe sociale, il y a ceci, il y a cela, il y a des normes dans ce bas monde. Et oui, tout le monde rentre plus ou moins dans une case. Mais à l'intérieur, là-dedans, sous le bonnet, ça nous appartient. Ouais, alors c'est très important hein, ce que tu dis dans le roman. Personne ne peut nous prendre ce qu'on a à l'intérieur. Et on peut faire de grandes choses. Ouais. Chacun c'est très important parce que ce que tu dis, c'est aussi dit dans le roman. C'est ça. Et à un moment, alors là aussi j'ai noté, j'espère que je vais retrouver justement ce qu'il dit lui. Donc, oui, alors le livre commence par un autoportrait du personnage, du narrateur, on l'a dit, et ensuite, alors je ne sais plus où j'ai mis ça, il faudrait que je sois organisé quand même au lieu de prendre des notes à la file comme ça. Ah, mais quand tu prends des notes, c'est bon signe, c'est que le truc, il marche. Oui. Et si je prends pas de notes, c'est encore pire, mais ben, c'est-à-dire pour être organisé un peu dans notre coin des bavards, il faut que je structure un peu mes notes, mais je le fais pas. Parce qu'on a tendance à bavarder, à partir dans tous les sens, parce qu'une fois qu'on est parti, c'est deux passionnés. Hein, c'est ça le coin des bavards, c'est deux passionnés, deux potes, et on refait le monde. Et le message, on essaie d'embellir le quotidien par la littérature et de dire que chacun a sa place. Alors, il y a quand même parmi les questions, parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont soulevées soit directement par le narrateur, soit par le lecteur, hein, puisque comme tu disais, hein, en fait, c'est un livre aussi qui incite le lecteur à agir, c'est-à-dire à se poser des questions. Bien sûr. Et parmi celles-ci, donc il y a une question vraiment centrale hein, qui revient, qui commence dès le début d'ailleurs, par là une réponse négative, et qui habite tout le roman, c'est la question du désir de vivre. Qu'est-ce qui peut donner envie de vivre? Et c'est la question que se pose le narrateur au tout début, puisqu'il n'en a plus de désir de vivre, et il y a un certain nombre de raisons pour ça. Donc le constat d'échec quand il fait son autoportrait sur lui-même et qu'il se considère comme un raté, alors même pire qu'un raté, quoi. C'est un déclassé, hein, comme un salaud. C'est un déclassé, hein, c'est-à-dire au début, on voit un mec c'est un has-been, comme ils disent aux États-Unis, quoi. Il est complètement déclassé, il s'est pris un mur il a vu toutes ses certitudes exploser.
et il Oui. s'est pris un mur en face. En fait, il a pris il avait la tête dans le guidon, il a fait tout comme on lui a dit de faire, il a monté les échelons, et puis Alors il n'a c'est ce pas qu'il dit, travaillé ouais. son intérieur. Nous, ce qu'on essaie de... Sa personnalité est complètement naze, mais Complètement, j'ai rien, quoi. extérieurement, c'est-à-dire socialement, en représentation, donc il était parfaitement à sa place et donc il vendait son métier, il Devant vendait des des assurances. assurances-vie. Alors tout ça symbole aussi. Qu'est-ce qu'une C'est ça. assurance-vie, quoi? Un mec qui veut mourir, qui vend une assurance vie, et en fait, il a mis un masque. C'est, C'est ça. c'est le questionnement de nos masques. Enfin, nous, dans le Ouais. coin de Bavard, ce qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est que il faut ôter les masques. Et vous pouvez ôter les masques quand vous lisez. Quand vous lisez, Oui. quand vous remplissez notre tête, c'est un magnifique récipient et on peut mettre de la boue et on peut Oui. mettre de l'eau pure. Et puis, dans notre vie, on peut avoir des moments où il y a de la vase. Mais quand vous mettez de l'eau pure, eh ben, la vase, elle déborde. Et puis, on peut changer, mais il faut changer de l'intérieur. Et le C'est désir ça. de Pour vivre, changer, il faut se changer, quoi. c'est ça, le désir de vivre, le désir d'exister, surtout d'exister, parce que vivre, on est tous Oui. capables de vivre un jour de plus. Hein, on se lève le matin, on va au boulot, on rentre le soir, chérie, qu'est-ce que t'as fait? Voilà, j'ai fait les courses, machin, tout ça, t'as pas vu la voisine, machin, et puis on regarde une série à la con, et puis non. Si on commence à rentrer à la maison, à remettre en question ce qu'on fait, et par la littérature, parce que moi, je soutiens que l'homme est un être éminemment littéraire. On a tous une poétique. Et donc, on se Ouais, c'est comme, raconte. comment il On s'appelle passe ce notre... philosophe grec? Tu sais, il y a un philosophe grec qui pensait comme ça, je ne sais plus son nom. C'est Marc Aurèle. Non, c'est pas un stoïcien, c'est Aristote. Voilà, Mmh. Aristote. Il avait ce genre de pensée, en fait. Oui. Parce que, en fait, vous allez voir que l'important, et c'est au-delà du plaisir que vous avez certainement, je le pense, vu les retours qu'on a à nous écouter, c'est un moment de Oui, partage. Hein. merci, hein, merci parce que Merci vraiment. D'ailleurs, petit aparté, pour qu'on monte dans l'algorithme YouTube, je vous le dirai toujours, un abonnement, un commentaire, un like, et si vous pouvez partager, c'est génial. Et nous, pour vous remercier, on va créer vraiment du contenu sympa. Vous saurez en janvier, mais toujours dans l'optique de partager. Hein, nous sommes là pour partager. Le point qu'on a, Chris et moi, c'est qu'on a une vie entière de lecteurs. À nous deux, on doit avoir une petite centaine d'années de lecture derrière. Hein, je cumule oui, une au trentaine moins. d'années de lecture. Moi, j'ai commencé à lire sérieusement à l'âge de 17 ans. J'en ai 48. Vous voyez? Donc, toi, Ça tu n'es fait plus tout jeune que. non plus et tu as au moins une quarantaine d'années derrière. Donc, nous, ce qu'on essaye, c'est de Ouais, ouais, ouais. partager ce Je background ne qu'on a voulais pas le de. dire. Oh, fais pas ta coquette. Dis-nous, Ouais, ouais, combien d'années de lecture? 6 ans. J'ai commencé, Ah, j'explique ça dans tout. J'ai commencé par, je savais pas lire. Et en fait, ça a été une révélation hein, pour moi la lecture. À l'âge de 6 ans, j'ai ouvert une bande dessinée. Et hmm. c'était Tintin et Milou, hein, l'île Noire même, je me souviens même. C'était l'île Noire. Et pour la première fois de ma vie qui était encore au tout début, j'ai pu traduire, j'allais dire, comprendre, lire une phrase dans une bulle. Et ça a été, tout à coup, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas que les images, il y a aussi du texte pour Bien sûr. raconter une histoire. Et à partir de là, j'ai voulu reproduire ce sentiment, cette sensation de découverte, émerveillement, le plus possible. Donc j'ai commencé à lire de plus en plus, d'abord des BD, et puis Hmm. après de plus en plus des textes, quoi. Et voilà, je ne me suis pas encore arrêté. Mais on s'arrêtera jamais. En plus, on a on aime posséder des livres. Moi, je suis un fou de. J'ai la passion des livres de poche.
Alors c'est bien, ça correspond pile poil à mon budget, mais ils font des objets magnifiques. Et voilà, moi je vis, je vous dis, j'ai mon lit. Un jour, quand je peux, il y aura des vidéos, je vous montrerai la vie d'un lecteur, la vie, voilà, un lecteur passionné. Moi j'ai un lit de 2 places, vous voyez, mais je suis seul dans mon lit, mais je suis pas seul parce que j'ai tous mes auteurs à côté. Je lui ai montré à Chris, on a rigolé d'ailleurs avant de faire de tourner la capsule là. Enregistrement, ouais. Avant de faire l'enregistrement, je lui ai montré, il a dit, oh, il était choqué de voir les piles de livres à côté sur les oreillers et tout. Et Ah donc, oui. c'est génial. Et nous, on vous partage ça. Hein, on vous partage on vous remercie. Continuez à nous alimenter. Et puis, nous, on va vous alimenter. Et puis, il va se passer des choses. Et on va vous proposer des choses. Et puis, on a chacun plein de cordes à notre Mais arc. Voilà. bon, on va pas trop en dire maintenant, on va quand même attendre janvier. Mais Bien sûr. pour terminer sur Paul Auster, euh, eh bien, alors souvent, c'est le commerce, hein, souvent on vous dit voilà, c'est bientôt Halloween, il faut lire des livres C'est ça. d'horreur sur Halloween, c'est bientôt Noël, il faut lire le conte de Noël, etc. Eh bien, moi je vous dirais, plutôt que de lire des contes de Noël, vous lisez-en si vous voulez, mais pour la fin de l'année, il y aurait un livre à lire pour commencer 2025. C'est Brooklyn Follies. Franchement, Exactement. si vous lisez ce livre-là, nous sommes presque fin novembre, il y a encore décembre, et que vous commencez 2025 avec cette lecture-là, en ayant fait cette lecture, eh bien, vous pourrez, je pense, vous pourriez, je vais utiliser le conditionnel, vous pourriez tout à coup envisager 2025 d'une manière totalement différente à celle que vous envisagiez parce que ça ouvre vraiment beaucoup de possibilités de réflexion sur le sens qu'on donne à ce qu'on fait. De toute façon, Voilà. c'est le but de la littérature. Hein. Rien n'a été plus remarquable pour décrire les époques et les civilisations que le roman. C'est mieux qu'un essai historique, c'est mieux qu'un livre d'histoire, parce que rien de mieux qu'un roman, et rien de mieux qu'un auteur pour décrire son époque. Et ça, c'est exceptionnel. Et puis les questionnements, on voit que c'est transgénérationnel, quoi. Vous lisez Alexandre Dumas, Victor Hugo, Paul Auster, même combat, quoi. Les questionnements, Marc Aurèle. Marc Aurèle, vous allez les retrouver, vous remontez avant Marc Aurèle, Lucrèce, Démocrite. Enfin, on peut en discuter, mais de toute façon, on vous proposera du contenu de qualité et attendez-vous à ce que on couvre un large spectre. Entre Chris et moi, on va couvrir un large spectre. Quand je vous dis que tout le monde va prendre du plaisir et tout le monde y trouvera son petit grain à moudre, c'est qu'on vous prépare quelque chose et on va avoir de l'ampleur. Vraiment, de l'ampleur et du partage. Et si vous pouvez commencer cette année ou finir cette année avec Paul Auster, je dirais même plus, lire Brooklyn Follies va peut-être changer votre vie. Oui, c'est tout à fait possible parce que, bon, C'est possible. c'est un peu l'enjeu du roman. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'on peut. Alors, il dit, hein, il le dit, le narrateur, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut encore avoir des projets quand on a un cancer du poumon, qu'on a 60 ans? Est-ce qu'on peut encore. Qu'est-ce qu'on peut encore attendre et faire? Et oui, comme tu dis, si, voilà, si vous lisez ça, bien sûr, chacun après trouvera sa propre ou ses propres réponses, Bien mais sûr, c'est la beauté en de la tout chose. cas, ça vous invite à voir les choses, à revoir les choses, à voir les choses, à voir la vie euh, d'une autre manière que simplement se dire, bah, de toute façon, on peut rien faire. C'est ça. Le film, C'est le livre, à chaque fois, je me trompe, à chaque fois qu'on fait notre. Une fois au moins, je dis le film au lieu de dire le livre. c'est ça. Donc, le livre, eh bien, le livre, c'est vraiment
ça peut apporter. C'est un livre, c'est pas simplement une histoire, une fiction, des personnages, des enjeux purement narratifs. C'est vraiment une invitation à se plonger, à plonger en soi et à prendre les choses en main. C'est toute l'histoire de ce roman. Et franchement, il m'a vraiment, moi personnellement, il m'a relevé hein, là en ce moment. Parce que, bon, là aussi, on en avait un peu discuté, mais j'étais presque sur le point de tout arrêter. Voilà. Ça aurait été dommage. Ouais. Oui, et là, tout va repartir. Voilà. Oui, Donc, grâce à Gilles qui m'a proposé de lire ce livre et grâce à la lecture que j'ai faite et où je me suis rendu compte, en fait, je me suis tellement senti en empathie avec ce narrateur, je me suis dit, bah oui, peut-être qu'il faudrait que je fasse pareil, que je me moi, je pose pense que ces questions que j'ai répondu. c'est un beau mot de la fin. Lisez-le, faites-vous ce cadeau. En poche, en plus, sublime, Babel, moins de 10 euros. Ouais, Offrez-vous ce voyage, offrez-vous cette clé. Et je pense 9,20 que, €. voilà, j'ai proposé ce voyage à Chris, et puis il est toujours partant, il m'écoute, et je l'écoute aussi, mais il écoute tous mes délires, et il est toujours OK pour ce que je lui propose à lire, et je le remercie parce que on a des univers communs, mais on a des univers différents, et voilà. C'est pas un Ben, je pense, problème d'avoir des univers différents. Bon, ouais, c'est clair. en tout cas, ouais, mais vraiment, moi, je vous le recommande. Je vous le recommande avant Exactement, la fin de l'année pareil. pour bien, pour partir sur 2025 avec une autre vision, une nouvelle vision euh, de la vie, si j'ai envie de dire, et de ce qu'on fait dans la vie. C'est ça. Faites-vous ce plaisir. Et Ouais. puis, on se dit à très vite pour la fin d'année. Et Pour la fin puis, de en l'année et janvier. pour prochain, donc la colline hantée. Ok, Là, on va changer complètement de registre puisqu'on bien va sûr. passer en fantastique, mais il y a plein de choses, je pense, à dire. Surtout que, bon, bah, connaissant l'autrice un peu, hein, connaissant un peu l'autrice qui avait écrit la Maison hantée, donc son approche du fantastique, je suis très curieux de voir ce qu'elle est devenue. Bon, mais ça, Ouais. c'est pour une autre fois. Voilà. Ben, écoutez, les amis, on va vous laisser. Restez bien branchés, soutenez-nous, et en janvier, on va vous étonner. Oui, parce que avant de conclure, donc d'ici, on est bientôt à la fin de l'année, donc et moi, je ne pense pas que je referai de vidéos personnelles avant 2025. Donc, il y aura d'ici fin 2024, eh bien, un quatrième coin des bavards. Et pour 2024, ce sera tout. Et bon, Voilà. surtout vu tout ce qu'on va faire en 2025. Exactement. Ben, écoutez, les gens, on vous laisse. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et n'oubliez pas que le changement, ben, il faut d'abord, avant de changer la société, il faut se changer soi-même. Mais c'est pas une tâche simple. Facile. Et en se changeant soi-même par l'amour, l'humour et la littérature, eh ben, on a un bon levier pour changer sa famille. Et puis, quand on impacte sa famille, on impacte un petit peu les familles qui sont autour, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Alors, dans une époque où on nous dit que tout est plié, c'est terminé, moi je vous dis non, il y a toujours à faire, ne serait-ce qu'un sourire, 2 pages à Oui, et lire, puis pour c'est bien. enjamber un petit peu ta conclusion, donc avec le roman, oui, il y a toujours quelque chose à faire, mais le plus important, ce qu'il y a à faire, c'est de travailler sur l'humain. Exactement. Et l'humain pour chacun, sur les êtres humains en fait qu'on côtoie, qu'on croise, mais chaque individu, chaque être humain côtoiera et croisera d'autres individus et il est le seul ou la seule à pouvoir finalement construire
l'histoire de toutes ces rencontres, de tous ces personnages et tous les liens et de montrer finalement entre toutes ces relations, tous ces liens, ce qui vaut la peine et ce qui est complètement idiot. Puis Et ce finalement, n'est je pas le termine. système qui répond à ça. C'est Le ça. système, c'est ce qu'il explique, hein. Dans la littérature, c'est une plongée en soi et c'est pas au service des mots d'ordre d'un système qui veut contrôler en fait ce qu'on fait. C'est ça. Et donc, contrairement, et c'est un peu l'un des reproches que moi je fais au marché du livre, mais c'est le marché, hein. Donc c'est de fabriquer des genres, des sous-genres, des genres littéraires euh, pour des raisons uniquement commerciales et de construire des lignes de code. Voilà, il faut ci, ça pour faire Exactement. un texte qui rentre dans ce genre-là et qui donc va se vendre. Eh bien, Exactement. Paul Auster, là, c'est le contraire. C'est un auteur, ce n'est pas un industriel, quoi. C'est un Voilà, moi je artisan de conclurai la, là-dessus. c'est un artisan de la déconstruction. Et puis, le mot d'ordre de ce roman, c'est de nos solitudes, nous faisons finalement famille. Voilà. Je conclurai sur ces mots. Bah écoute, c'est très bien. Voilà, donc on se dit à la prochaine À et la portez-vous prochaine. bien et n'oubliez pas de nous soutenir, hein, c'est vraiment important, hein, surtout quand vous allez entendre en janvier ce qu'on aura à vous dire. C'est ça. Allez, on vous Allez, à laisse. bientôt. Ciao, ciao.